Il est difficile en même temps de ne pas rendre un meilleur service à ma cause d'explication, à savoir, ce sont vraiment des brutes analphabètes qui s'en prennent au symbole même de la culture et de l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir William Goldnadel, essayiste et avocat, et notamment pour parler de la sortie de son dernier ouvrage, Vol au-dessus d'un nid de cocu. Bonjour Monsieur Goldnadel. Bonjour. Bon, pour commencer cette interview, votre titre est assez surprenant, Vol au-dessus d'un nid de cocu. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Et autre question, qui sont les cocus et êtes-vous vous-même cocu? Ah bah là, vous parlez à un quadruple cocu, hein. Je ne suis pas n'importe quel cocu, hein. Alors, Vol au-dessus d'un nid de cocu, c'est un jeu de mots par rapport au fameux film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais vous n'étiez pas né. Mais cela étant, oui, je crois, ce livre explique le cocufiage auquel on assiste, qui est manifeste de plusieurs catégories de population en France, mais ce n'est pas les cocus en question peuvent être doublement, triplement, quatruplement cocus. Moi, je vous ai dit, je suis 4 fois cocu. Je suis d'abord cocu en tant que Français, et j'explique dans le chapitre sur le cocu français que le cocufiage principal, exceptionnel, extraordinaire, tragique, mortel, c'est l'immigration. C'est que le Français a d'abord été victime d'un terrible mensonge. On lui a fait croire, des démographes distingués, ou prétendus comme tels, lui ont fait croire que l'immigration n'existait pas. C'était un fantasme de beauf ou un fantasme d'extrême droite, bien entendu. C'était une illusion. L'immigration ne progressait pas. Voilà. Donc des gens comme M. Lebras, par exemple, expliquaient ça très sérieusement. Et puis ensuite, comme malgré tout, le cocu finit par prendre conscience forcément de la réalité de son cocufiage. Donc finalement, les démographes lui ont dit oui, c'est vrai, l'immigration existe, ça n'est pas un fantasme, mais de manière, vous êtes cocu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Puis ça tombe bien parce que en réalité, c'est très bien l'immigration, c'est formidable. Donc ça a été la mise en place du lit du cocufiage. Aujourd'hui, on a dépassé évidemment cela, le cocu a parfaitement conscience de la grandeur de ses cornes. Et donc, quand on interroge maintenant la France, vous avez à peu près 70% de la population française qui transcende très largement le camp de droite qui voudrait arrêter le cocufiage. C'est un cocufiage terrible, c'est un cocufiage tragique qui atteint non seulement la culture, les racines, l'existence même, mais évidemment de la sécurité. J'entendais, pas plus tard que ce matin, un responsable de la DGSE qui expliquait que maintenant, vous savez que nous allons commémorer le 10e anniversaire Oui. Des grands massacres, notamment du Bataclan, et pas seulement. Eh bien, il dit maintenant, le responsable en question, et tout le monde le dit, que le risque maintenant est endogène. Il est endogène. Le risque, il parle par exemple des populations tchétchènes qui sont sur le territoire, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les populations d'origine immigrée qui représentent le principal risque maintenant de terrorisme. C'est ainsi. C'est terrible d'avoir à dire ça.
parce qu'ils sont nombreux, les risques. Mais c'est ainsi. Ce domaine sécuritaire ne se borne pas, loin s'en faut, au terrorisme. Les agressions sexuelles, eh bien, dans la majorité des cas, émanent de personnes issues de l'immigration. Le narcotrafic, la mafia DZ, c'est quoi DZ? C'est l'Algérie. Donc je pourrais passer l'après-midi à vous expliquer le lien insécable qui est maintenant à peine contesté même par les immigrationnistes, entre l'insécurité, le crime et l'immigration. C'est ainsi. D'ailleurs, une partie des immigrés eux-mêmes, qui vivent dans des quartiers d'immigration, quoique maintenant la France est une immense banlieue, mais sont aussi les premières victimes d'une partie de la population immigrée. Donc c'est un cocufiage mortel. Et donc, sur ce plan-là, celui qui vous parle est déjà une fois cocu. Je consacre également un chapitre au cocu blanc. Eh bien, le cocu blanc, moi depuis à peu près plus de 20 ans, j'ai écrit dans mon nouveau Vert de la haine, j'ai écrit dans mon réflexion sur le racisme anti-blanc, j'ai expliqué que le blanc était victime d'un terrible racisme, peut-être encore plus cruel que tous les autres, c'est qu'il est censé ne pas exister. Là encore, le racisme anti-blanc était un fantasme. On décrétait que c'est un fantasme. Et c'est terrible parce que le blanc ne peut même pas se plaindre du racisme puisqu'il est censé être l'inventeur du racisme. Donc un raciste ne peut pas être victime, c'est pas possible, paraît-il, du racisme. Moi, dans mon nouveau Vert de la haine, j'explique, c'est mon explication à moi, parce que par exemple mon ami Pascal Bruckner explique cela pour payer le péché du colonialisme. Je pense que le colonialisme a été largement, qui a des défauts et des qualités, évidemment, mais a été largement, a été révisé par ce que j'ai appelé moi l'antinazisme devenu fou. C'est que je prétends qu'il existe au sein de la population blanche une sourde honte inconsciente d'avoir, dans ce monde post-chrétien, d'avoir honte, d'avoir en commun avec le Satan des temps modernes, le Satan des temps post-chrétiens, la même couleur de peau. Le Satan des temps modernes, vous avez compris que je parle d'Adolf Hitler. Il faut reconnaître que Adolf Hitler a imité avec un certain talent Satan. Et donc que le blanc qui avant avait au contraire l'impression d'incarner le sommet de la civilisation, finalement il est tombé bien bas en découvrant que le pire des crimes avait été commis par un blanc et par des blancs. Ça peut effectivement rabaisser un peu son caquet à quelqu'un qui est devenu d'une certaine manière cocu, puisque à la suite de cela, les premiers concepteurs du racisme anti-blanc sont des blancs eux-mêmes, et notamment l'extrême gauche. Ce qui caractérise d'une certaine manière l'extrême gauche, c'est la détestation des siens, la détestation presque de son voisin, et un amour excessif pour le lointain, ce que j'ai appelé la dilection pour l'altérité, la dilection pour l'autre. Je ne prétends pas que nous sommes formidables, mais je ne prétends pas non plus que les autres sont meilleurs. Le racisme est une notion. Si on veut avoir une idée d'un partage réussi dans l'humanité, c'est bien le racisme. Le racisme n'est le monopole de personne et il n'a été, d'une certaine manière, il a été partagé par tout le monde. Il y a des
tout le monde, toutes les populations, évidemment, ont une part de racisme. Donc, le blanc, de ce point de vue-là, a été largement cocufié, notamment par la négation du racisme dont il est l'objet. Et je donne des conseils dans ce second chapitre, je donne des exemples dans ce second chapitre de là où le racisme anti-blanc s'exerce, évidemment, et notamment dans le domaine du sport, par exemple, ou dans le rapport avec les femmes. Dans les quartiers à majorité immigrée, les femmes blanches ne sont pas très bien traitées. Quelquefois même, elles se sentent dans l'obligation de se soumettre. Je donne des exemples précis. Donc le racisme anti-blanc est une très cruelle réalité. Je prétends que le blanc, notamment en France, mais pas seulement, est un très beau cocu. Ça, c'est le second cocu. Le troisième cocu, c'est mon troisième chapitre, c'est le mâle. Le mâle, et notamment le mâle blanc, et principalement le mâle blanc. Et je prétends également que, contrairement à ce que professent les féministes, le sort des mâles est souvent assez cruel. L'avocat qui vous parle, par exemple, peut vous montrer, d'abord, à tout hasard, hein, les pompiers qui brûlent, la plupart du temps, ce sont des hommes. À la guerre, vous perdez votre vie, principalement, ce sont des hommes qui donnent leur vie à leur pays. C'est pas rien, la vie. C'est quand même important, la vie. Sur le plan statistique, pour le même délit commis, les hommes sont condamnés plus sévèrement que les femmes. Les femmes sont censées, ce qui est vrai souvent, s'occuper de leurs enfants, donc le juge se fait, d'ailleurs il y a une grande part maintenant, le personnel judiciaire est largement féminisé, le mâle n'est pas particulièrement bien traité sur le plan judiciaire. Je peux vous dire, l'avocat qui vous parle, très clairement, l'avocat qui vous parle aujourd'hui, après peut-être les excès de MeToo, et j'en parle dans mon livre, je peux vous dire qu'un mâle blanc fortuné qui vient me voir, qui est accusé d'harcèlement sexuel, il s'en sortira pas? Fût-il innocent, je ne peux pas lui garantir la relaxe. De toute manière, c'est même pas la peine que je fatigue. S'il a le malheur d'être connu ou fortuné, de toute manière, il sera condamné avant même d'être jugé. Donc le problème est réglé. Donc, d'une certaine manière, il y a une grande infortune, c'est le cas de le dire, d'être mal sur ce plan-là, parce qu'il y a cocufiage. Et puis enfin, il y a le dernier chapitre, c'est le cocu juif. Et sur ce plan-là aussi, et je donne des exemples, mon livre n'est pas qu'un pamphlet. Alors, évidemment, je suis censé être un aigle, vous savez, je suis un aigle qui survole les différents nids de cocu. Mais dans la réalité des choses, le cocu juif, je suis très engagé, évidemment, du côté d'Israël, je n'ai jamais caché. Mais j'ai la faiblesse de me penser, sinon objectif, au moins honnête. J'ai la faiblesse de penser que le juif, d'abord l'israélien est victime d'un immense cocufiage au niveau des mensonges. Il y a un grand mensonge qui a été créé le 8 octobre au matin. Moi, dans mon livre qui s'appelle Le journal de guerre, où je traite de l'après-7 octobre, j'écris dès le 10 octobre. Dès le 10 octobre, j'écris que le grand pogrom vient de se dérouler et la riposte inévitable n'a pas encore eu lieu. Eh bien, je ne donne pas 10 jours à ce que le pogromisé soit nazifié. Il ne faut pas dire que je me sois trompé lourdement en matière de génocide. Au-delà de ça,
pas plus tard que... Oui, je vous donne des exemples aujourd'hui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on apprend que la direction de la BBC vient de démissionner. Et pourquoi la BBC est obligée de démissionner? C'est que d'une part, ils ont fait un montage anti-Trump grossier, et ça a été établi, mais également, ils ont favorisé le Hamas. Ils ont favorisé le Hamas parce qu'ils ont interviewé un jeune garçon qui a expliqué les malheurs à Gaza, qui sont réels de mort. Je ne suis pas dans le négociation. Dans ma prévision de la nazification de l'Israélien, il n'y avait pas de doute que la nécessaire riposte musclée israélienne dans un territoire aussi exigu de Gaza, avec des gens du Hamas qui jouent à qui perd gagne et qui utilisent la technique des boucliers humains, à savoir de se protéger à l'intérieur de la population civile, ça ne pouvait pas faire de grand bien aux civils. Donc Israël était placé dans la diabolique alternative, soit de ne rien faire, et ça n'était pas possible, soit de faire quelque chose, de gagner probablement la guerre réelle, mais de perdre la guerre médiatique. Je préfère déjà qu'Israël ait gagné la guerre réelle. Mais malgré tout, je savais très bien où on allait. Mais les Israéliens ne se sont pas plus mal conduits, et peut-être sans doute mieux, par exemple, que les Américains à Hiroshima, alors que je ne sache pas qu'on parle de génocide. Par exemple, que les Américains et les Anglo-Américains, lorsqu'ils ont bombardé l'Allemagne hitlérienne, ils faisaient encore moins attention aux civils. Par exemple, les Français à Raqqa, où aussi les civils ont beaucoup pâti. C'est terrible la guerre asymétrique contre des gens qui ne sont pas des militaires. C'est ainsi, mais il n'en demeure pas moins que je vous prenais l'exemple de la BBC, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il s'est révélé que le jeune garçon interviewé était en vérité le fils d'un haut dignitaire du Hamas. Mais ne croyez pas que le mensonge n'émane uniquement de l'audiovisuel de service public britannique, ce que j'appelle moi l'audiovisuel de service public. Et vous savez que je fais un sort particulier parmi les cocufiants à la radio subventionnée d'État française, mais de l'autre côté de la Manche, en France, et que ce soit l'AFP, que ce soit France Inter, que ce soit les médias idéologisés, on a refusé d'appeler un chat, et un membre du Hamas terroriste, alors que le Hamas est classé officiellement sur la liste des terroristes. Chaque jour que Dieu ou le diable faisait, eh bien, on donnait un bilan de la défense civile, comme s'il s'agissait de quelque chose d'officiel. La défense civile, c'est le Hamas. C'est la première fois dans l'histoire de l'information qu'une organisation terroriste a été utilisée comme s'il s'agissait de l'information officielle. Donc, si vous voulez, le cocufiage est immense, il est sans doute irréparable, et donc le cocu juif qui vous parle est en vérité, parce que tout est lié, à 4 paires de cornes au-dessus de sa tête. C'est beaucoup, 4 paires. Mais c'est sûr, oui. Et comment vous vivez ça au quotidien? On est bien d'accord, la paire de cocus français, la paire de cocus mâles, la paire de cocus français et la paire de cocus juifs. Ce qui est normal, parce que je prétends, s'agissant de la guerre israélo-palestinienne, et ça je le documente bien dans mon livre, je prétends qu'Israël aujourd'hui est sans doute détesté en tant qu'État juif, mais peut-être encore davantage par l'extrême gauche en tant qu'État-nation occidentale blanc qui se défend bec et ongle. Donc, comment moi je le vis au quotidien? Je ne le vis pas bien. Je vis très cruellement, non seulement mon destin personnel, mais le destin français. Pardon de le dire, je vis le destin français comme un drame, et je vis le destin juif
et de l'antisémitisme en France. Il y a quelques jours, il y avait de sombres brutes qui s'en prenaient à l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Il est difficile en même temps de ne pas rendre un meilleur service à ma cause d'explication, à savoir, ce sont vraiment des brutes analphabètes qui s'en prennent au symbole même de la culture et de l'harmonie. Il faut comprendre. Donc vous ne pouvez pas vivre votre culture finalement. On Ça. vous empêche, enfin on veut vous empêcher de vivre votre culture. Oui, mais on veut aussi, oui, en vérité, on veut nous gâcher la vie. La réalité, c'est que on veut d'une certaine manière la mort du cocu. On veut que le cocu n'existe plus. On veut créoliser le cocu français. C'est la thématique de la France insoumise pour qu'en vérité le faire disparaître. La créolisation prônée par Mélenchon, c'est symétriquement la même démarche raciste que l'extrême droite de la fin du XIXe siècle qui voulait absolument l'idéologie du sang pur. D'un côté, il y a le sang pur, et d'autre part, il y a les sangs mêlés, mais c'est la même démarche racialiste, si vous voulez, ou raciste. Donc oui, on veut le blanc, et ben vous savez bien, le mâle, vous savez bien que tout le wokisme, c'est justement dégenrer complètement les gens. Il n'y a pas de doute qu'on voudrait... le procès sur le masculinisme, c'est aussi le souhait de la disparition du mal. Donc, il y a un désir, il y a réellement un désir de faire disparaître cela. Et quant aux Juifs, bien entendu, la destruction de l'État juif, et puis aussi la fin du judaïsme en France. Mais justement, d'un autre côté, quid d'un mâle blanc et chrétien? Est-ce que ça fonctionne aussi, ce cocufiage? Ah ben complètement. Mais non, mais dans mon livre, bien entendu, je fais un sort particulier au cocu catholique. Le catholicisme, le fait, les organisations laïcardes d'extrême gauche s'en prennent aux catholiques. Elles ne s'en prennent pas aux prières des rues. On fait un procès particulier à Stanislas et à Bétharam, mais pas question d'aller voir ce qui se passe dans les écoles musulmanes. Si on ne voit pas le catholicisme lui-même, c'est quoi le catholicisme? Dans l'inconscient tourmenté, ou même dans le conscient de l'extrême gauche anti-française et pro-islamique, c'est la religion du vieux peuple. Il faut faire disparaître la religion du vieux peuple catholique parce qu'on veut faire disparaître le vieux peuple. C'est ça, je n'ai pas de doute, là-dessus. Entendu. Et quel est l'état aujourd'hui, justement pour aller dans la continuité de vos propos, de la France des Français, comme vous dites dans votre ouvrage? Alors, l'un des éléments positifs de ce que je raconte, c'est que le cocu, d'abord, sait qu'il a été trahi, qu'il a été trompé ignominieusement. Et le cocu se rebiffe quand même. Le cocu français, le cocu blanc, avant c'était presque une honte de moi-même, je raconte dans d'autres livres, pas dans celui-là, mais moi-même quand j'étais môme, je ne me sentais pas blanc. Je me sentais même en tant que juif une manière de proximité davantage encore dans cette France catholique en majesté, avec les musulmans, l'autre que les petits catholiques qui quelquefois même me faisaient un mauvais sort. Hein. Il faut le reconnaître. Mais n'oubliez pas que j'avais tué Dieu. Avant Vatican II, j'avais tué Dieu. Ça me posait quand même des problèmes avec les petits catholiques. Hein. Donc, les choses ont totalement changé. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, moi, avant la guerre des 6 jours de 67,
Dans ma famille, on ne la ramenait pas d'être juif. Et d'ailleurs, il n'y a aucune fierté non plus à l'être. Il y avait une manière d'être, pas de honte, mais de crainte de l'avouer. Aujourd'hui, que ce soit il me semble, que ce soit le français de toute origine, que ce soit le blanc, que ce soit même maintenant le mâle, encore que j'ai quelques réserves à ce sujet, que ce soit le juif, il n'est pas de doute, le cocu, encore une fois, n'accepte plus sa condition. Vous avez 70% des Français qui veulent que l'immigration cesse enfin. Ça, c'est tout à fait clair. Le racisme anti-blanc, vous avez maintenant des associations antiracistes contre le racisme anti-blanc. Je préside l'association Avocats sans frontières. Depuis longtemps, nous guerroyons contre le racisme anti-blanc. Et je ne vous parle pas de la population juive française, qui très largement, dans les difficultés les plus terribles quand même, est résolue à se défendre et à défendre en tous les cas, parce que je ne sais pas quel sera le sort de la population juive française. Hein. Je ne peux pas le dire. Et beaucoup de mes amis partent en Israël. Ça, c'est tout à fait clair. Mais en tous les cas, elles se sentent solidaires complètement des Français de souche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je vais revenir sur la détestation du mâle blanc, et notamment, vous le dites dans votre ouvrage, par les féministes d'extrême gauche. Est-ce que l'on ne peut pas confondre féminisme et misandrie? Et dans ce cas, autre question, parce que vous parlez des féministes d'extrême gauche, il y a l'exemple du collectif Némésis qui me vient en tête. Qu'en est-il de leur côté? Alors, justement, vous faites bien de me rappeler Némésis, puisque Némésis est la preuve formelle que les Blancs ne veulent plus être cocufiés. Très largement, le féminisme a été colonisé par l'extrême gauche. Il n'y a pas de doute. Vous avez quelques féministes qui ont fini par prendre conscience des choses un peu tard. Je pense à Mme Agacinski, je pense à Mme Badinter, mais largement, les féministes sont, encore une fois, colonisés par la gauche extrême. L'axe que vous devez comprendre, la clé de compréhension de tout cela, dans le cadre de la détestation du mal, c'est quand même la détestation du mal blanc. Ne l'oubliez pas. Mais Madame Rousseau est assez peu préoccupée par le viol des blanches par les immigrés. Les féministes allemandes n'étaient pas très préoccupées par les viols de Cologne. Les féministes anglaises n'étaient pas très préoccupées par les viols des jeunes filles de la classe ouvrière blanche par des gangs pakistanais. Leur détestation, c'est sur le mal blanc. Pourquoi croyez-vous que les femmes des kibbutz violées par le Hamas n'ont pas spécialement ému les féministes en France, moins parce qu'elles étaient juives que parce qu'elles étaient blanches, et que surtout, elles avaient été violées par des mâles qui n'étaient pas blancs et qui n'étaient donc pas totalement détestables à les voir, même si dans leur inconscient tourmenté, ils n'étaient pas considérés comme des manières de victimes. La clé de compréhension du féminisme d'extrême gauche, c'est sa détestation du mâle blanc, et son indulgence coupable pour les mâles qui ne le sont pas. Alors, même dans votre résumé, vous parlez des journalistes. Et donc, vous parlez beaucoup dans votre ouvrage des médias, et justement la manière dont on peut être cocu par les médias. Et on parle d'une inversion d'agresseurs et d'agressés. Donc je suppose que vous considérez comme agressé. Comment est-ce que vous le vivez dans les médias? Comment est-ce que ça se ressent aujourd'hui? Les mots qui nous touchent, qui nous meurtrissent, le mensonge que nous vivons tous les jours, l'occultation, ce que j'appelle les autorités d'occultation. Eh bien, il est l'œuvre
il est l'œuvre des médias idéologisés. Il se trouve que dans la sociologie du journaliste ressemble à s'y méprendre à la sociologie du juge. On peut considérer, d'après les sondages, que au moins 60% du corps des journalistes se disent largement à gauche. Un sondage récent montrait qu'il y a 6% des journalistes seulement qui se disent de droite. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Et les chiffres sont invraisemblablement encore plus cruels en ce qui concerne l'audiovisuel de service public. Donc c'est bien, certes, d'une certaine manière, la bataille des idées a été quand même gagnée, pas par finalement l'intelligentsia de droite, pas par la minorité de médias de droite aussi, par la réalité la plus cruelle. La réalité est encore plus forte que l'idéologie, alors ça met du temps. Elle met du temps à percer, mais malgré tout, elle finit par vaincre. Alors c'est vrai aussi que aujourd'hui, ce que j'appelle des autorités d'occultation ont beaucoup plus mal pour commettre leurs basses œuvres parce qu'il y a eu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui charrient le meilleur et le pire, malgré tout, empêchent aujourd'hui les autorités d'occultation de cacher ce qui se passe, et notamment ce qui se passe en France en matière de crimes, en matière d'insécurité, et notamment qui sont l'œuvre d'une partie de l'immigration. Ça, c'est fini, c'est plus possible. Je pense aussi à CNews, je pense à d'autres médias qui font aussi œuvre utile en matière d'empêcher les autorités d'occultation de nuire. C'est quand même extrêmement important ce qui est arrivé. La fameuse fachosphère, ce que j'appelle moi la fachosphère. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eux parlent de la fachosphère. Donc moi j'ai transformé ça en fachosphère, sans ce qu'ils appellent la fachosphère, parce que ce sont eux qui colonisent les mots. Ils vont jusqu'à créer les mots. Moi par exemple j'ai écrit un manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche. Mais je me suis excusé d'employer le mot fascisme. Mais comme le mot qui est très isolé historiquement, le fascisme. Le fascisme, c'est l'Italie, allons jusqu'à l'Allemagne. Mais c'est quelque chose de... Mais si je n'emploie pas le mot fascisme, si je n'explique pas que l'extrême gauche est fasciste, alors je perds de mon pouvoir à nommer les choses détestables. Ça va loin, si vous voulez, le lavage de cerveau qu'a réussi quand même à commettre l'extrême gauche en majesté médiatique. Mais malgré tout, eh bien, elle perd une partie de son pouvoir et elle n'en devient que plus méchante. Parce que ce qui caractérise quand même l'extrême gauche, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance. J'entendais encore Thomas Legrand, qui a été démasqué dans ses alliances avec les socialistes. Il veut interdire CNews. Il rêve. Ces gens-là, il fut un temps où il était interdit d'interdire à les entendre. Aujourd'hui, ils voudraient interdire leurs ennemis parce qu'ils ont perdu la bataille des idées. Et ça va être difficile quand même. On va continuer sur l'audiovisuel et je vais vous faire rebondir sur une actualité. Est-ce que vous avez vu la publication de France Info pour le 13 novembre ? Non, mais une chose est certaine, je n'ai pas entendu le mot islamiste. Très curieusement, il parle du terrorisme, mais il ne parle pas d'islamiste. Mais sinon, je n'ai pas vu ce dont vous me parlez, c'est quoi ? Ils en ont parlé ce matin chez CNews. Voilà. Une photo de l'hommage pour le Bataclan et avec écrit « qu'Allah bénisse la France ». Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? C'est quand même assez gros de publier ça. Écoutez, c'est de montrer, évidemment, ils veulent montrer qu'il n'y a aucune connexion véritable entre l'islam et le terrorisme. C'est ce que j'appelle la préférence pour l'autre. Certes, moi le premier
à ne pas du tout dicter une adéquation entre l'islam et le terrorisme. Vous avez des milliers de musulmans, parmi mes amis même, qui sont totalement opposés au djihad, opposés au massacre, etc. Il n'en demeure pas moins que dans l'islamisme, il y a islam, et qu'il y a une partie de l'islam qui est conquérant, qu'il y a une partie de l'islam qui est furieusement antisémite, de tout temps d'ailleurs. Donc, mais bien entendu, c'est montrer ça, c'est effectivement, c'est montrer finalement, c'est quand même abattir les gens, mais c'est tenter de disculper totalement l'islam de l'islamisme. Dédiaboliser totalement. Pardon ? Dédiaboliser totalement. C'est sans doute de vouloir absolument dédiaboliser une partie de l'islam, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu gros de faire à ce moment-là une opération de dédiabolisation, justement à l'occasion du 13 novembre? Non, mais c'est même énorme. C'est même énorme, mais ne demandez pas aujourd'hui aux gens d'extrême gauche d'être intelligents. Pardon, mais quand vous regardez maintenant les choses, je ne dis pas que vous n'avez pas eu des gens intelligents à l'extrême gauche, mais aujourd'hui, le niveau, quand vous regardez qui compose la France insoumise, l'intelligence des députés, l'intelligence et la culture des députés insoumis ne me sautent pas aux yeux. Quand je vois le personnel journalistique de l'audiovisuel de service public, leur brio ne me saute pas non plus aux yeux. D'une certaine manière, l'intelligence a quand même largement changé de côté. Alors, je vais un petit peu changer de sujet et passer au-delà de votre livre. On va faire un petit peu de géopolitique. Vous allez souvent en Israël, si je ne me trompe pas. Tous les mois. D'accord. Est-ce que vous pourriez, donc vous qui êtes souvent là-bas, nous décrire comment a évolué la situation donc après le cessez-le-feu pour les Israéliens? Comment ça se passe là-bas? D'abord, les Israéliens sont un peuple quand même divisé. Il ne faut pas croire que Alors, ils ont été très, très unis pendant la guerre. Une guerre d'ailleurs qui a été gagnée avec maestria sur le plan militaire. Je ne veux pas, de ce point de vue-là, vous cacher ma fierté de voir ce type... On oublie la dimension israélienne. On oublie la différence, l'injustice entre un tout petit peuple isolé et l'immensité islamique, sans parler de la différence par l'argent, la différence par le nombre, les manifestations en France, etc. Donc il faut voir cela. Pardon, l'épopée d'Ibn Peur, ce qui s'est passé en Iran, j'assume ma fierté. D'accord ? Je n'ai pas honte d'être fier, en gros. Mais à partir de là, moi, je suis très sévère par rapport au système politique israélien, notamment qui s'explique par le mode de recrutement du député israélien à la proportionnelle intégrale, ce qui est d'une stupidité terrible, qui fait que beaucoup de députés israéliens sont stupides. Le niveau n'est pas très haut. Les Juifs ont une grande réputation d'intelligence. En matière politique, ça ne m'a jamais sauté aux yeux ou aux oreilles. Ceci étant, bien sûr, l'affaire des otages a été très cruelle pour les Israéliens, et que certains otages aient pu être sauvés a été pour eux une délivrance, y compris pour moi-même. Mais on aura toujours en mémoire les bébés otages qui ont été massacrés, etc. Nous sommes évidemment rassurés par le cessez-le-feu, rassurés par le fait qu'il n'y a plus de soldats qui meurent à la guerre, et puis aussi rassurés par le fait que les civils de Gaza peuvent respirer, peuvent souffler un peu. Alors il y a une partie des civils de Gaza qui ne se sont pas illustrés, je ne veux pas être dans l'angélisme. Je n'oublierai jamais la manière dont les otages ont été accueillis en étant battus dans les rues de Gaza. Il ne faut pas l'oublier, mais quand même, les enfants de Gaza, je ne les sépare pas des enfants juifs d'Israël. Un enfant, c'est un enfant, et un enfant tué, c'est terrible pour moi. Terrible. Mais bon, donc c'est peut-être la fin de cela. On va voir comment ça va se passer avec le Hamas, qui a quand même été largement touché. Oui, que les Américains aient pu tordre la main de
Netanyahou n'est pas pour me déplaire, d'autant plus que Netanyahou devait ne pas être, il ne devait pas non plus lui déplaire de pouvoir expliquer à ses ministres d'extrême droite qu'il fallait arrêter. Donc, de ce point de vue-là, le cessez-le-feu imposé un peu par Trump m'a plu. Et si la guerre avait pu arrêter même avant, c'eût été quand même préférable. Et au vu de cette situation, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous vivez le fait d'être français, mais également israélien? Est-ce que vous vous sentez plus l'un que l'autre? Écoutez, moi, je me sens très proche des Français. Je me sens très proche d'Israël aussi. Je me sens très français, je me sens très de culture française. Ce qui a peut-être, je me suis toujours senti, avant même d'épouser la nationalité israélienne, c'est l'une de mes grandes divergences avec Zemmour, c'est qu'il n'a jamais compris, nous sommes très amis, mais il n'a jamais compris ma binationalité. Je crois que maintenant il comprend très bien comment je peux être à la fois totalement français et israélien. Il le comprend. Je pense que de son voyage en Israël le 7 octobre, il a peut-être ouvert les yeux. Et d'autre part et surtout, Israël et la France sont les faces d'une même médaille, sont dans le même bateau. Ils sont l'objet de la même détestation, de la même cruelle détestation en tant qu'États occidentaux à majorité blanche. Il faut comprendre ça. Et le sort des Français m'accable. Je ne pourrais pas vivre bien en Israël en sachant que mon autre pays, la France, soit en danger de cette manière. Je ne peux pas me séparer. Je suis dans l'impossibilité de me séparer, mais beaucoup de juifs français sont obligés de partir. J'ai préfacé, vous savez, et ça a beaucoup, moi, maintenant, de résonance. J'en parle pas dans ce livre-là, je crois, mais j'ai préfacé un ouvrage qui s'appelle Grandeur du nationalisme, ou quelque chose comme ça, en français, d'un grand auteur israélien qui s'appelle Yoram Hazony, et qui fait justement l'apologie de la structure de l'État-nation. Et puis donc l'État-nation, c'est la meilleure structure par rapport à la tribu trop petite et l'empire, qu'il soit américain ou européen, trop grand. Donc je suis un défenseur de l'État-nation. Et j'ai préfacé également un ouvrage sur les congrès sionistes. C'est un ami qui me demandait de le faire. Au départ, je n'étais pas emballé. Quand j'ai lu le livre, je l'ai préfacé très volontiers. Et il y a un congrès sioniste qui doit se passer vers 1898, 1900, je ne sais plus, ou même plus tard. Non, je vous dis des bêtises. On doit être même vers 1930, je vais vous dire pourquoi. Mais en tout cas, c'est avant la Shoah, c'est certain. C'est un délégué sioniste hongrois qui s'adresse aux délégués sionistes de tous les pays, puisque les congrès sionistes, c'est tous les pays. Et il annonce qu'il va faire son alia. Et il annonce qu'il va donc quitter dans peu de temps la Hongrie. Et il décrit une situation en Hongrie d'un antisémitisme terrible, affreux. Mais il dit, je vais quitter la Hongrie pour Eretz Israël, mais cela ne m'empêchera jamais toute ma vie de chérir la Hongrie et les Hongrois. Et à ma grande surprise, tous les délégués sionistes dans la salle se lèvent pour l'applaudir. C'est là où j'ai compris que lorsque vous aimez votre État-nation, vous ne cessez pas de l'aimer. Quels que soient ses défauts, quel que soit le sort qui vous est fait, vous ne cessez pas de l'aimer. Nous sommes des défenseurs de l'État-nation, pas par esprit de supériorité, mais parce que nous défendons les racines, nous défendons la culture, nous défendons les frontières, nous défendons le droit des populations, y compris les populations occidentales, d'avoir des racines, des cultures et le droit d'être majoritaires dans leur propre pays. On le comprend très bien pour les Palestiniens, on le comprend très bien pour les peuples amazoniens au Brésil, on en veut même aux populations brésiliennes d'origine portugaise d'aller apporter des maladies
quand ils vont visiter les peuplades amazoniennes qui n'ont pas l'habitude des étrangers. Ça, il n'y a pas de problème. On comprend le droit des autres peuples d'avoir un État, des frontières, etc. Mais pas pour les Blancs occidentaux. C'est là où se niche le racisme plus cruel. Eh bien moi, je suis un défenseur acharné du droit au peuple français d'avoir un État-nation et de ses frontières, et au droit du peuple israélien d'avoir un État-nation et de ses frontières. Et ça va très loin. Le premier article que j'ai commis dans le Figaro, je ne sais plus quand c'était, je défendais Giscard, que je n'aimais pourtant pas beaucoup, il était plus président de la République, mais il avait déclenché le scandale parce qu'il avait décrit, il disait que les Français vivaient l'immigration comme une invasion. Eh bien, j'en voulais un peu à une partie des Juifs en France qui était, je le disais, d'un angélisme de plume lorsqu'il s'agissait de la France et d'un réalisme d'acier lorsqu'il s'agissait d'Israël. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas grave, rentrez les gars, il n'y a pas de problème, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Non mais voilà, ils étaient dans cette logique-là. Ils étaient dans cette logique un peu judaïque, j'ai été étranger en Égypte, etc., etc. Là, ils étaient d'un angélisme de plume. Et pour Israël, par contre, alors là, pas question que les Palestiniens exercent leur droit en retour, vous comprenez, sinon les Juifs vont perdre la majorité dans leur État, c'est normal qu'on ait une armée, non, et une police, non. Ce qui est valable pour Israël est valable pour la France aussi. Monsieur Golnadel, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle encore une fois à nos auditeurs la sortie de votre dernier livre « Vol au-dessus d'un nid de cocu ». Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.